Bien, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Frédéric et Florian de nous accompagner, de nous partager des insights autour de l'expérience client au sein des applications mobiles, comment réenchanter ces applications, comment améliorer cette expérience dans les applications mobiles, dans le retail en 2022. Je vous laisse peut-être vous présenter succinctement. Alors, bonjour à tous, Frédéric Feuillet, je suis responsable CRM chez Carrefour et notamment pour nos clients plutôt e-commerce, même si chez Carrefour on parle beaucoup d'omnicanalité. Et donc Florian, Product Manager des applications mobiles iOS Android pour Carrefour France. Et quant à moi, Patrick Mareuil, DG Europe d'Airship. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pendant un petit quart d'heure poser un peu les bases d'un cadre de réflexion autour de l'expérience client mobile. Et ensuite, on interagira avec Carrefour pour bénéficier de leur expérience et échanger et aussi, bien sûr, pouvoir répondre à vos questions. Alors, très très brièvement sur Airship, qui sommes-nous? On est le leader mondial de la Mobile App Experience, ce qu'on appelle la MAX, et c'est toutes les interactions qui peuvent avoir lieu avec les utilisateurs au sein des applications mobiles, dans le but d'améliorer la fidélité des utilisateurs, leur engagement et également leur valeur hein, à travers de la génération de revenus. Donc on est une société américaine avec un siège social à Portland, mais bien entendu des équipes européennes également très importantes à Paris, Londres et Munich. Et vous voyez à travers certaines références qu'on est bien sûr très présent sur le domaine du retail. Alors, concrètement, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Tout simplement parce qu'on vit dans un monde qui est mobile first. Aujourd'hui, vous avez 68%, et ce chiffre augmente continuellement, donc si ça se trouve, on a dépassé les 70% maintenant. On a donc 68% du temps passé sur Internet qu'il est depuis un device mobile, donc versus le desktop. Donc déjà, on est sur un trafic et un temps passé sur Internet qui est majoritairement et très majoritairement mobile. Et ce temps passé sur mobile, il est à 90% passé au sein des applications. Donc 10% uniquement sur le web mobile, 90% du temps au sein des applications. Et lorsqu'on regarde en termes de comportement d'achat, on s'aperçoit que quasiment plus d'un tiers en fait, de la population française a déjà réalisé un achat sur son smartphone. Donc vraiment une tendance extrêmement lourde. Et lorsqu'on interroge les consommateurs, on se rend compte que tout simplement, il y a une préférence pour les applications mobiles parce que celles-ci permettent de gagner du temps, une navigation qui est plus fluide, du coup des transactions qui peuvent être plus simples. On pense à toutes les fonctionnalités telles que Apple Pay, Apple Sign-in par exemple, la même chose sur Android. Donc tout ça en fait facilite la navigation, simplifie finalement la vie des utilisateurs et ça se retrouve également à travers des aspects pécuniaires et donc des économies d'argent. Et donc la mobile app experience devient critique parce que les apps deviennent le cœur digital de l'expérience client. On sait que les retailers vraiment les plus avancés investissent énormément de temps et d'argent sur leurs applications parce que c'est ce qui fait leur différence. Et on pourra en discuter avec Carrefour. Et donc, voilà, si vous ne passez pas du temps à maximiser, à enrichir et à optimiser l'expérience client de vos utilisateurs au sein des applications mobiles, vous passez à côté de beaucoup d'opportunités. Et pourquoi c'est devenu le cœur de l'expérience client digitale? Tout simplement parce que les applications proposent la meilleure expérience et attirent les clients à plus haute valeur pour vous. Donc sans rentrer dans le détail des motivations, on en a un petit peu parlé, et également des différentes étapes du tunnel de conversion. On voit qu'à chaque fois, l'application a un avantage par rapport au site web mobile. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que les porteurs d'app mobile génèrent 3,5 fois plus de revenus que les autres clients et sont 3 fois plus susceptibles de faire des actes d'achat de manière récurrente. Donc, très concrètement, ce sont vos meilleurs clients. Mais
Ce qu'on sait également, c'est que la fidélisation des porteurs d'applications est compliquée. Et elle est indispensable parce que vous avez en moyenne uniquement 35% des utilisateurs qui vont lancer votre app une seule fois, une seule et unique fois dans leur vie. Donc quand on pense à tous les investissements qui sont mis en place, c'est beaucoup d'opportunités perdues. On sait également qu'il y a plus de la moitié des apps qui sont désinstallées dans les 30 jours qui suivent leur téléchargement. Et de manière générale, sur le retail en France, on a pu mesurer qu'on avait un taux de rétention à J+7 qui était de 15%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui arrivent à J0, qui téléchargent l'application, à J+7, ou à J7 plutôt, on a encore 15 personnes qui sont actives sur ce jour-là. Donc, c'est fondamental de bien fidéliser les utilisateurs. Et les applications mobiles ont également certains challenges un peu techniques, technologiques, puisque au niveau du développement, c'est plus compliqué. Il faut des ressources spécifiques, des compétences particulières. Les cycles de release sont également plus longs. Et c'est un petit peu moins flexible pour pouvoir faire des évolutions au sein de l'application. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, puisque c'est, encore une fois, là où vous avez les meilleurs clients et donc la plus forte valeur. Et c'est pour ça, en fait, que chez Airship, on a développé une sorte de méthodologie pour vous amener, en fait, à maîtriser l'app expérience, la mobile app expérience, à travers plusieurs étapes. Et c'est ça que je voulais introduire. Et donc, ce cadre de cette méthodologie à 6 dimensions. La première, c'est la partie vraiment acquisition audience, donc comment maximiser la sensibilité à l'app et favoriser son installation. Ensuite, deuxième dimension, l'expérience in-app et favoriser l'engagement des utilisateurs. Troisième dimension, c'est toute la partie personnalisation et data qui est fondamentale. Quatrième dimension, c'est en fait la fréquence de communication et son automatisation. C'est là où vous passez vraiment à une vitesse supérieure. Cinquième dimension, également essentielle, c'est l'optimisation. Donc l'expérimentation et l'optimisation. Et c'est là où vraiment vous passez un cran supérieur en termes de maturité. Et dernier point, c'est la stratégie multicanal. Comment vous intégrez cette expérience au sein des applications mobiles, au sein de votre vision multicanal. Donc, de manière assez rapide sur chacune des dimensions, je vais juste illustrer quelques éléments. Et en fait, Carrefour également nous partagera leur expérience. Donc, sur la première dimension, donc l'acquisition, l'activation de l'audience, il faut savoir qu'il est fondamental de soigner sa première impression auprès des utilisateurs, puisque en fait, on a beaucoup de déchets, entre guillemets, et de déperditions juste après l'installation, à J+7, à J+14 et à J+30. Et donc, les premières impressions que vous allez laisser à vos utilisateurs sont cruciales. Et il faut savoir subtilement en fait, combiner à la fois la valeur pour l'utilisateur, le fait également de faciliter sa navigation, mais également lui pousser des éléments qui vont faire votre différence, ou la différence de votre application, et également poser les bonnes questions de manière à structurer ensuite votre démarche d'engagement. Donc, comme le premier contact est clé, c'est important de soigner l'onboarding des utilisateurs. Donc, je pense que vous le voyez tous lorsque vous téléchargez des applications. On a très souvent des tutoriels d'onboarding qui sont en fait des écrans qui vont expliquer les différentes fonctionnalités clés, la valeur de l'application. Et très souvent, ces tutoriels sont ce qu'on appelle hard-codés, c'est-à-dire ils sont vraiment développés dans le dur, ce qui fait que si jamais vous voulez les modifier, eh bien, il faut en fait passer par une nouvelle release de votre application. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir, à distance, maîtriser ces différents écrans, les modifier, les tester. Et c'est ce qu'on a intégré dans notre plateforme d'App Experience, qu'on appelle l'AXP, l'App Experience Platform. L'autre point, c'est que on sait que les push notifications sont un élément qui est critique sur le taux de rétention des utilisateurs, puisqu'on a 95% des utilisateurs qui risquent de churner au sein de l'app dans les 90 jours lorsqu'il n'y a aucun push qui est envoyé.
A contrario, lorsque vous utilisez des push notifications de manière hebdomadaire, vous allez avoir 3 fois plus de rétention que si vous n'en faisiez pas. Pardon, ça c'est 3 fois plus par rapport à si vous utilisez des push notifications. Et vous avez même un ratio de une rétention qui est 6 fois meilleure si vous faites des push notifications hebdomadaires. Donc, tout l'enjeu, c'est de savoir comment arriver à optimiser les utilisateurs, et on pourra en discuter avec Carrefour qui va nous présenter comment ils font pour optimiser ça. Mais il faut du coup prendre en compte aussi les motivations des utilisateurs à s'optimiser. Donc, on ne va pas regarder tout le détail, mais je vous montrerai aussi où vous pouvez retrouver toutes ces statistiques. De manière générale, si on doit synthétiser, premier élément, c'est intérêt pour des offres promotionnelles ou des réductions immédiates. Donc ça peut être intéressant. Comment arriver à faire en sorte de motiver les utilisateurs et à leur donner une sorte de contrepartie s'ils s'optimisent. Et deuxième type de motivation, en fait, c'est des motivations servicielles. Si je m'optimise, c'est parce que je veux recevoir des messages à haute valeur sur le service auquel je vais avoir accès grâce à l'application. Et on sait que si on accompagne les utilisateurs à travers des programmes d'accueil de push notification, eh bien, il y a un impact qui est colossal. Vous voyez, à J+1, on a une rétention qui est 4 fois meilleure que si on n'utilise pas du tout de programme d'accueil. Et à J+7, on a une rétention qui est 3 fois meilleure. Donc, vous voyez, savoir construire des programmes d'accueil de vos utilisateurs au travers des push notifications, mais également d'autres types de formats, c'est fondamental et ça joue très concrètement sur la rétention et donc la valeur de vos utilisateurs. Et donc, c'est ce qu'on a en fait au sein de la plateforme d'AXP, cette capacité à programmer ces parcours d'accueil et à accompagner les utilisateurs tout au long de leur vie au sein de votre application avec des objectifs à atteindre, par exemple la création d'un compte, un premier achat, etc., etc. Et on le voit là à travers, par exemple, l'exemple de Laura Merlin, qui envoie une succession de messages en fonction du comportement de l'utilisateur et pour inciter à réaliser des actions qui sont clés. La première chose étant en fait de renseigner le magasin le plus proche, en fait, le magasin préféré des utilisateurs, puisque c'est un élément important de leur application. Si on passe à la troisième dimension, qui est la personnalisation et la data, je ne vous apprends rien. La data est clé de manière à pouvoir personnaliser vos communications. Et la personnalisation de vos communications va jouer sur la pertinence et donc la performance. Donc le premier élément, c'est qu'il faut en fait capturer les bonnes informations pour maximiser votre pertinence. Et ça peut être des données sur le profil des utilisateurs, sur leur device, le comportement des utilisateurs. Donc tout ça vient enrichir le profil et va donc vous permettre de maximiser la pertinence de vos communications. Les datas, elles peuvent venir également de plusieurs sources. L'application mobile, bien entendu, mais également votre CRM, un data lake. Et ça prend plusieurs bien sûr, formes d'informations. Mais il y a une chose qu'on oublie parfois, c'est que parfois, il s'agit en fait tout simplement d'interroger les utilisateurs et savoir en fait ce qu'ils souhaitent recevoir comme type de communication. Et c'est ce qu'on peut faire à travers ce qu'on appelle des centres de préférence, en collectant de la data zéro party. Donc là, on a un exemple avec VP, également avec Azos. On verra aussi un exemple avec Carrefour, où vous interrogez l'utilisateur sur la fréquence qu'il souhaite des messages, le type de message, les marques, par exemple, qu'il souhaite recevoir. Et c'est ainsi que vraiment vous collez à leurs aspirations. L'autre point également, c'est que vous pouvez tout simplement poser des questions à travers des sondages. Donc ça peut être des sondages de satisfaction comme des NPS, mais ça peut être également d'autres types de questions que vous allez pouvoir poser. Et vous pouvez également qualifier les utilisateurs selon leurs intérêts. Donc lorsqu'ils réagissent à vos communications, lorsqu'ils réagissent à des messages in-app, vous avez la capacité à enrichir le profil des utilisateurs grâce à ces réponses, encore une fois, dans le but de maximiser la pertinence de vos informations. Et on le voit, à travers une simple personnalisation, ne serait-ce que sur le prénom, on arrive à maximiser la performance. Donc là, je me tourne un peu vers vous.
Selon vous, le fait d'avoir intégré la personnalisation sur le prénom, à peu près, selon vous, ça améliore la performance de quel pourcentage? 30%, d'accord. 20, d'accord. Très bien. Voilà, 50. Bon, là, vous allez un peu loin. Non, la performance, c'est 1,4 fois plus, donc 40% d'upside, simplement avec une personnalisation sur le prénom. Donc, vous imaginez, si vous personnalisez en fonction des produits, des offres qui sont pertinentes pour les utilisateurs, c'est bien entendu extrêmement clé. Quatrième dimension, c'est la fréquence de message et son automatisation. En fait, lorsqu'on interroge les utilisateurs et qu'on leur demande à quelle fréquence ils souhaitent recevoir des communications, on voit en fait que c'est extrêmement variable selon le type de communication. Il y a bien entendu des communications où les utilisateurs souhaitent recevoir immédiatement et aussi fréquemment que possible ces informations. Donc c'est tout ce qui est serviciel, tel que des alertes d'expédition, des changements de vol ou d'itinéraire lorsqu'on est sur des applications de travel. Et bien entendu, lorsqu'on est sur des éléments qui sont on va dire, plutôt promotionnels, et bien là, en fait, on a envie d'une fréquence qui soit un peu moins. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est hyper important de savoir quelles sont les aspirations de vos utilisateurs, éventuellement de collecter cette information de manière à pouvoir proposer la communication la plus pertinente. Et il y a une autre dimension qui est fondamentale, en fait, c'est le moment. Le moment d'envoi de vos messages, qui est clé sur la pertinence. Et on a pu, avec un e-commerçant, on avait en fait le même message sur la même cible, testé sur l'ensemble de la semaine, différents horaires, pour voir en fait quel était le meilleur moment pour envoyer les messages. Et on s'est aperçu qu'entre le meilleur moment et le moins bon moment, donc encore une fois pour la même offre et la même cible, on avait un rapport de 2 en fait sur la performance. On avait une performance qui était 2 fois meilleure entre le meilleur et le moins bon moment. Donc vous voyez que c'est vraiment clé de pouvoir envoyer le message au bon moment, parce que tout simplement, vous avez 90% des réactions qui se font dans les 15 minutes qui suivent la diffusion, et même 75% des réactions qui se font dans les 5 minutes. Donc là, si vous m'envoyez une notification, je suis en conférence, où je risque de ne pas réagir, et donc je risque de ne pas réagir du tout. Et du coup, c'est important de tester. Et je me tourne encore vers vous, pour vous demander qui pense que donc, ce message promotionnel a mieux marché à 9h. Personne. Une personne, d'accord. 13h. D'accord, 2 personnes. 19h. Okay, grande majorité. C'est ce que je pensais également. Et en fait, non, c'était à 13h. Donc à 13h, on a eu 23% de plus de clics par rapport aux autres horaires. Ce n'est pas intuitif, puisqu'effectivement, on a l'impression que c'est plutôt le soir. Donc, la morale, en quelque sorte, c'est qu'il faut tester, parce qu'on ne sait pas forcément ce qui va le mieux performer. Et nous, on va même un petit peu plus loin chez Airship, puisque plutôt que de choisir le meilleur horaire pour l'ensemble ou la majorité des utilisateurs, parce qu'en fait, on se rend compte que pour beaucoup d'autres utilisateurs, ce n'est pas forcément l'heure à laquelle on avait pensé qui était la plus pertinente. On va s'appuyer sur de l'intelligence artificielle de manière à pouvoir identifier le bon message pour chacun des utilisateurs. Et donc, on va diffuser le même message, mais à différents horaires selon les individus. Et donc, dernier élément sur cet axe d'automatisation, c'est que lorsque vous avez les bonnes datas, lorsque vous avez les bons process d'automatisation, eh bien, vous allez avoir des messages qui sont à très, très haute valeur pour vos utilisateurs. Donc, là, vous avez quelques exemples, mais on en parlera également avec Frédéric et Florian. Avant-dernier axe, qui est également fondamental, c'est celui de l'expérimentation et de l'optimisation. Si vous ne testez pas, si vous n'essayez pas d'améliorer les choses, tout simplement, vous allez passer à côté de beaucoup de valeurs. Donc la première chose, c'est que pour en fait, tout simplement diffuser le bon message, il faut déjà tirer profit de toutes les possibilités qui sont offertes. Si on regarde par exemple les push notifications, eh bien, vous avez la possibilité d'intégrer des emojis, des boutons interactifs, des images, des gifs animés, et on peut même aller jusqu'à des vidéos. Hop, elle peut se lancer. Voilà. Donc là, avec vraiment du son. Ah. Bon,
Vous n'entendez pas le son, moi je l'entends. Mais par exemple, dans le retail, on peut imaginer intégrer un extrait d'un live shopping ou bien un teaser pour le live shopping. Donc ça, typiquement, c'est extrêmement intéressant et c'est même quelque chose qui peut se monétiser. Et on voit que quand on utilise toutes ces possibilités, on va avoir un gain en performance qui peut se situer entre 12 et 50%. Alors j'aime bien un peu vous tester et du coup on va faire aussi on va s'apercevoir que le texte joue énormément et bien sûr sur la performance. Donc typiquement si je vous demande selon vous quel est le message qui est le mieux marché, donc qui pense que le message A, donc moins 50% sur les looks chic et tendance, a le mieux marché? Personne. Message B, ah pardon, ici, ok. Ok, donc une bonne moitié. Message B, donc là juste des emojis, chemise, moins euro, égale smiley face, découvrez l'offre. Qui pense que le message B a mieux marché? D'accord, un petit peu moins de la moitié on va dire. Ok, et donc la réponse c'est effectivement le message B avec quasiment 2 fois plus de performance. Donc là encore, vous voyez, on était complètement partagé. On s'aperçoit qu'il faut tester parce que sinon on passe à côté de performance. Oui. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Taux de clic sur les notifications. Alors, effectivement, on peut aller jusqu'à mesurer après le revenu généré. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, je n'ai pas le chiffre. Il est possible que, étant peut-être un petit peu plus teaser, il y ait une conversion qui soit un peu moindre. C'est possible. Mais l'écart est tel qu'on peut fortement supposer que on retrouve cet écart également dans les revenus. On l'a vu également, il y a énormément de formats qui sont possibles. On a parlé des push notifications. On a l'exemple justement de Carrefour sur le Message Center, qui est une sorte de boîte de réception dans laquelle vous pouvez stocker les messages promotionnels, les messages serviciels, pour que les utilisateurs les retrouvent. Mais on a aussi la possibilité, à travers des bannières, des interstitiels, d'influencer la navigation de l'utilisateur et l'inciter à réaliser certaines actions ou à découvrir certaines features. Et on peut même avoir des chats interactifs et proactifs au sein des applications. Et toujours dans cette logique d'expérimentation, eh bien, on peut bien sûr tester les messages, mais on peut même tester le contenu et la navigation de vos applications. Et c'est ce qu'on a réalisé par exemple avec Hotel Tonight, où on a en fait changé, ils ont testé en fait un changement dans la navigation des utilisateurs, plutôt que de devoir d'abord créer un compte avant de réaliser sa réservation. Ils ont testé en fait une sorte d'approche un peu hybride où la personne mettait quelques éléments, faisait sa réservation et ensuite finalisait son enregistrement de compte. Et on s'est aperçu qu'on avait 15% de booking en plus à travers la variante. Et donc ça a permis de tout simplement maximiser les revenus pour Hotel Tonight. Donc là aussi, vous avez testé certainement vos sites web. Est-ce que vous le faites au sein des applications? Eh bien, vous passez à côté de certains revenus. Et le dernier point, c'est que, bien entendu, vos clients au sein des applications mobiles, ils ont aussi une vie par ailleurs. Ils interagissent avec votre marque, avec vos différents actifs sur tous les canaux de distribution et également de communication. Donc là, l'enjeu, c'est de savoir comment arriver à bien orchestrer ces différents canaux. On verra avec Carrefour qu'il y a des ambitions autour des push notifications web, donc un peu l'équivalent des push notifications app, mais au sein des sites web. Vous avez la possibilité également d'orchestrer des canaux tels que les mobile wallets, bien entendu l'email, mais également le SMS, le RCS, etc. Donc, comment arriver à orchestrer ça? Très souvent, en fait, on se tourne soit vers des outils, type des CDP ou des outils de marketing automation, type Adobe, Salesforce, Unica ou autres. Ou bien, vous avez aussi au sein de la plateforme Airship la capacité à orchestrer ces canaux et à pouvoir gérer aussi des priorités selon les particularités de ces différents canaux de communication. Donc, je vous avais dit que l'ensemble des statistiques, vous pouvez les retrouver. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez flasher ce QR code et vous aurez la possibilité de retrouver l'intégralité des datas. Donc, maintenant, je vais me tourner vers Frédéric et Florian.
et on va profiter de leur expérience. Et donc, je vais peut-être vous demander un peu déjà peut-être d'expliquer quel est votre périmètre, quel est les éléments qui vraiment sur lesquels vous jouez entre guillemets au quotidien. Et puis peut-être en première question, je vous demanderais, voilà, on a vu que les applications étaient fondamentales pour les retailers. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est pour Carrefour? Comment l'application, à quel point elle est importante pour vous et quelles sont un peu vos ambitions vis-à-vis de cette application? Absolument, merci beaucoup Patrick. Alors moi, je suis product manager donc, de l'application mobile. La première question qu'on s'est posée il y a 2 ans maintenant, c'est finalement qu'est-ce que nos utilisateurs attendent de notre application, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui et qu'est-ce qu'on souhaite leur faire demain sur cette app. Si on prend, donc du coup on a commencé à poser quelques principes. Je ne sais pas si tu avais, le slide juste derrière. Alors oui, là on vous a mis nos deux équipes entre guillemets. Donc d'un côté Digital One, donc l'équipe produit du coup qui optimise les parcours et travaille sur le site et l'app du coup avec tous les product managers, les développeurs, les testeurs, etc. Et de l'autre côté l'équipe marketing avec différents leviers finalement avec plein de finalités que Frédéric vous expliquera. Sur la première partie, donc la liste que vous voyez, ouais, c'est bon. La liste que vous voyez à droite, c'est le premier brainstorm qu'on a fait il y a 2 ans sur finalement qu'est-ce qu'on souhaite faire de l'app. Donc le problème, c'est que quand on a vu cette liste, moi quand j'ai vu cette liste et quand on l'avait travaillé dans l'équipe, on avait fait une journée, on a travaillé sur cette liste. Vous pouvez mettre n'importe qui à gauche là, n'importe quel retailer ou n'importe quelle app du marché, ça va être la même chose. Donc en fait là, on a été face à une impasse, c'est-à-dire qu'en fait on se dit ok, on veut que notre app soit plus accessible, plus personnalisée, plus contextualisée, plus utile, mais tout le monde veut ça. Et toutes les apps du marché veulent ça. Donc en fait on est allé un cran plus loin et on s'est dit en fait cette liste-là on la garde comme des principes, ok, on souhaite provoquer des émotions, on souhaite que l'expérience elle soit ludique, on souhaite que l'expérience elle soit engagée. Engagée chez nous ça veut dire quoi? C'est le programme Act for Food, du coup sur la transition alimentaire. Donc on a essayé de décliner mais on était face à une impasse parce que quelque part avec ça, on n'arrivait pas clairement à préciser ce qu'on souhaitait faire de cette application mobile. Donc du coup, on est passé à l'étape d'après. Et du coup, là, en étant plus spécifique sur notre métier et nos finalités, chez Carrefour aujourd'hui et sur l'application mobile, mais c'est valable aussi pour le web, parce que ce que vous voyez à l'écran, finalement, c'est quelque chose, c'est un canevas qui aujourd'hui n'est pas spécifique app, hein. C'est un canevas app et web. Nos utilisateurs viennent pour faire leurs courses, bien évidemment. Donc, quand je précise là-haut, faire les courses ou acheter un produit spécifique, parce qu'on a une grande vocation et ambition sur le non-alimentaire, sachant que des parcours non alimentaires sont très différents des parcours de course. Parcours de course assez fastidieux, entre 30 et 50 produits dans le panier, un choix assez complexe avec plein de catégories. Et donc, du coup, en fait, un enjeu sur l'app, ça peut paraître très, très, très compliqué. Enfin, moi, avant de prendre ce poste et avant de travailler sur l'application mobile, je me disais, mais qui fait ses courses sur une application mobile? Aujourd'hui, pour vous donner une métrique, juste pour que vous l'ayez en tête, il y a pratiquement un utilisateur sur deux. Enfin, on a pratiquement la moitié de notre chiffre qu'on fait sur l'app. En alimentaire. Okay. Donc c'est colossal. Et quand on somme donc web desktop et web mobile et app, on a une personne sur deux qui fait de l'app et qui valide ses courses toutes les semaines, tous les mois sur l'app. Donc, de manière assez simple, ok, il fait ses courses, il vient acheter en ligne, mais bien évidemment, il vient acheter en magasin. Et on a aujourd'hui encore énormément d'utilisateurs qui ont un usage de l'app spécifiquement en magasin. Quand je dis spécifiquement en magasin, aujourd'hui, on n'a pas de use case in-store, on n'a pas d'expérience vraiment magasin en tant que tel, mais les utilisateurs viennent préparer leurs courses sur l'app avant d'aller en magasin. Ils spotent les promos, ils regardent ce qu'ils vont acheter, donc ils préparent, ils sont dans une optique de préparation de course, et ils utilisent la feed, donc ils utilisent l'app comme carte de fidélité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est en bas, mais globalement, on trouve des produits et des promos, des slots et des possibilités de livraison, on paye, et après on se fait livrer, et on a des logiques de care ou de fidélité.
La grande complexité, la grande force et la complexité, c'est que finalement, par rapport aux apps du marché, aux autres retailers, la plupart du temps, vous avez plusieurs apps, en tout cas les retailers alimentaires. Leclerc a 2 apps, une app magasin, une app drive. Nous, il y a des retailers qui ont une app de feed aussi spécifique. Donc en fait, on va dire, tous ces use cases-là qu'on voit là, on pourrait presque avoir 3 ou 4 apps différentes. Et sur le marché, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui sont très forts sur la feed, des gens qui sont très forts sur le promo gaming, les katas, les catalogues, les prospectus. Donc voilà, il y a des apps, qu'elles soient portées par des retailers ou par des startups, qui sont sur certaines de ces couleurs, et qui sont très très fortes sur une de ces couleurs. Nous, l'ambition qu'on a, c'est de présenter tout ça, mais bien évidemment, dans les parcours qu'on travaille et avec ce qu'on souhaite faire avec Airship et dans tous les parcours qu'on travaille, l'utilisateur, il vient pour une de ces couleurs à chaque session. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je dis, c'est dès qu'il arrive dans notre app, il vient pour une de ces couleurs et une seule. Donc le parcours, on le conçoit uniquement à l'intérieur d'une de ces couleurs. Et donc la pertinence qu'on va aller chercher, la personnalisation, les triggers doivent être concentrés là-dessus. Le parcours doit être concentré là-dessus. Oui, bien sûr, dans le cadre d'un mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois, on souhaite qu'il ait tout fait. C'est-à-dire que bien sûr, s'il est que magasin, on souhaite l'emmener vers du e-commerce. S'il est e-commerce, s'il n'a pas de carte de feed, on souhaite lui en faire créer une. Donc oui, il y a des objectifs intermédiaires dans le temps. Donc pendant 3 mois, 4 mois. Néanmoins, à chaque fois qu'il vient, et à chaque fois qu'on va l'activer, avec Airship notamment, ça sera pour une de ces finalités bien précises, et du coup on travaille ce parcours de cette façon-là. Voilà en quelques mots la manière dont on voit notre application mobile aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'il y a des KPI que vous suivez particulièrement qui sont vraiment clés pour vous dans cette mesure de l'expérience ? Ah oui, absolument. Là, c'est des données, des informations, des KPI qu'on ne partage pas parce que du coup, ça fait partie aussi de ce qu'on fait en interne. Mais effectivement, derrière chacune de ces couleurs, vous avez des features, la performance de ces features. Donc, si je dois en égrener quelques-unes, bien évidemment, sur le fast shopping, sur toute la partie fast shopping, l'add to basket global et précis sur chacune de nos pages, notamment sur nos landings, lorsqu'on active des clients et qu'ils arrivent sur une page marchande. Ce qu'on appelle les pages marchandes, c'est les pages avec des produits. C'est quelque chose qu'on regarde avec énormément d'attention. La performance d'une page, donc sur la partie orange. Sur le Perfect Channel, typiquement, c'est quelque chose qui est énormément lié à notre taux de conversion au global sur le site. Pourquoi ? Parce que c'est notre disponibilité de slots, donc de créneaux, et notre choix de service. C'est-à-dire qu'en fait, le violet, finalement, c'est le moment où vous dites « Ah non, mais ils sont complètement dingues. En fait, ils vont me livrer demain alors j'en ai besoin aujourd'hui et donc je me casse. » En fait. Donc c'est vraiment, ce moment-là, il est absolument critique. Si on n'a pas de slot ou si on n'est pas capable de montrer les services qui sont autour de cette personne grâce à l'application mobile et à la localisation, de dire bah voilà, vous êtes à Toulouse et vous avez du drive, de la livraison et de la livraison express. Si on ne fait pas ça, la personne s'en va. En fait. Donc je dirais voilà, c'est vraiment, il y a des moments clés comme ça. Et après, Care et Feed, c'est des choses plus classiques finalement. On souhaite digitaliser la relation client, on souhaite effectivement travailler, baisser le churn ou faire en sorte qu'il y ait une récurrence d'achat sur la partie verte, qui est plutôt effectivement, là on est plutôt sur des leviers marketing derrière, parce que nous, côté app, on n'a pas énormément de leviers en tant que tel sur ces parcours-là, pour que la personne revienne régulièrement. Mais voilà, à peu près en... D'accord. Et toi, Frédéric, peut-être sur les aspects un peu d'activation et d'animation client, est-ce qu'il y a des KPI que tu suis plus particulièrement ? Est-ce que... Alors, globalement, le KPI qu'on va suivre un peu en run va être le clic, taux de clic de nos clients. Mais plus spécifiquement, en fait, on a pour parti pris de s'assurer de l'uplift de chacune de nos campagnes. Donc la manière dont on va construire le CRM au global et toutes les activations, dont le push, est avec une prise de témoin qui nous permet en fait de roder vraiment plusieurs tests avant de généraliser les principes comme on a pu le voir sur Zalando. On a fait aussi toute cette partie test pour assurer au-delà de l'uplift de clic, un uplift sur la conversion. Et du coup, cette partie témoin était hyper importante pour nous parce que simplement de regarder un taux de clic versus un autre taux de clic n'était pas significatif sur le fait d'arriver à engager un client vraiment dans
dans un comportement supplémentaire, un engagement plus fort. D'accord, très intéressant. Ok, et justement, si on parle un peu plus dans le détail de l'animation, de la stratégie d'animation client, comment est-ce que aujourd'hui vous êtes arrivé vers une personnalisation vraiment à grande échelle et assez importante? Je sais pas si est-ce que tu veux que je montre quelques slides ou est-ce que tu Oui, pour illustrer, pourquoi pas. Ouais. Alors effectivement, on a commencé à travailler ensemble en 2017 et on l'a travaillé un peu comme un laboratoire à côté, un peu en silo, de façon un peu comme si on s'était mis un voile sur le fait qu'on allait faire du CRM mobile à côté du CRM. Et on a testé plein de choses à côté. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était pas comme ça qu'on devait le penser. Simplement parce que sur la slide juste après, lorsqu'on regarde en fait notre part d'opt-in push, aujourd'hui sur les 2 millions, en fait, presque 30% ne sont contactables que par le push. Et quand on commence à écrire ça, on se dit qu'on n'est plus simplement sur un canal qui vient faire de la redite, assurer de la visibilité, etc. On est sur une vraie extension d'audience. On a un vrai pool de clients à qui qu'on ne peut activer que par l'application. Et du coup, en renversant la balance, en se disant qu'on va faire du CRM avec comme levier supplémentaire l'application dans le quotidien, on a retravaillé vraiment cette notion d'assurer l'expertise de personnalisation qu'on faisait sur les autres canaux, en email, en SMS, la personnalisation qu'on était capable de faire sur le front du site web. En fait, tout ça devait exister aussi dans l'application. Lorsqu'on parle effectivement de prénom, de données personnelles du client, s'assurer de où il en est dans son acte d'achat, etc. Mais encore plus loin, avec également une synergie avec son comportement in-app, grâce à l'identification de certains events, et avec une logique qui est là, je pense, un enjeu pour chacun, qui est un parcours qui est sans couture. Pas de rupture de parcours. Aujourd'hui, quand on fait un email et qu'on fait un renvoi sur une URL, on est assez à l'aise, on sait où est-ce qu'on a envoyé, on sait ce qu'on a affiché. On doit arriver vers cette expérience-là aussi in-app et ouvrir l'app. Sachant que effectivement, pour ajouter quelque chose à ce que Frédéric vient de dire, effectivement, aujourd'hui, nos utilisateurs, l'expérience effectivement côté app est encore moins riche que ce qu'on fait vivre sur les autres, sur le web, par exemple. Néanmoins, dans les usages, en fait, cette expérience en fait entre guillemets omnicanal. Alors oui, il faut qu'il y ait la même expérience, ou en tout cas qu'il y ait le même niveau d'expérience, le même niveau de personnalisation. Néanmoins, dans les usages, une écrasante majorité de nos clients, chez Carrefour en tout cas, sont soit web, soit app. C'est-à-dire que du coup, on a assez peu de comportements de clients qui utilisent en même temps le web et l'app. Ce qui est pas gênant, mais enfin entre guillemets, la notion de push web aussi va être intéressante aussi, parce que du coup, on va pouvoir gérer cette partie des clients là quelque part. Mais ça, faut le garder en tête quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a des clients qui ont accepté, ça rejoint les opt-in dont tu parlais, qui se mettent à utiliser l'app et que l'app, entre guillemets. C'est ça. D'accord. Et du coup, si on synthétise ce que tu dis en termes de type d'actions que vous menez, donc il y a à la fois des actions où vous allez jouer sur la complémentarité avec ce que vous faites sur les autres canaux, et des actions qui vont être, elles, exclusives au mobile. C'est ça que tu entends, en fait? Exactement. Je crois que c'était juste après, on parle encore après, pardon. En fait, on a différentes campagnes aujourd'hui qui sont toutes avec une en-tête: Drive to Store, Drive to Web, engagement client, fidélisation, rétention, etc. Tout le cycle de vie qu'on connaît sur la partie CRM assez classiquement, en assurant bien sûr, je remonte d'un cran, de faire la génération de téléchargement contextualisée le plus possible, justement pour éviter ce churn hyper important à G7 qu'on connaît, où aujourd'hui l'intégralité des services et des comportements qu'on a dans l'app, pour inviter nos clients du coup à les utiliser tels que ça serait utile pour eux dans leur quotidien, on assure aussi de mettre en place des opérations du coup de téléchargement d'app sur nos clients pour les digitaliser le plus contextuel possible. Notre app est très riche, on ne veut pas les perdre, on veut surtout que ce soit un outil, et ensuite Florian œuvre pour le faire circuler. Il y a des questions, il me semble, vous avez des questions?
Alors, ouais, enfin, moi, je le formulerai un tout petit peu différemment par rapport à ce que vous venez de dire. En fait, et ça, on l'a pas encore bien compris, hein, pour être transparent. Pour moi, il y a des comportements desktop et web mobile, qui soient en tablette ou en desktop. Et à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, les utilisateurs vont abandonner un canal pour en choisir un autre. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on a du switch de canal dans l'usage, mais qui après reste dans une certaine durée, c'est-à-dire que pendant un an, la personne va utiliser que le web. Et en fait, un an après, pour un événement ou pour quelque chose qui s'est passé, va se dire bah non, finalement, je vais passer que sur l'app. Alors, est-ce que c'est l'achat d'un nouveau device? Est-ce que c'est, enfin, en fait, ce truc-là, on le saisit pas bien, mais en tout cas, ce que je disais, c'est le persona entre guillemets qui vraiment va utiliser sans arrêt web app et qui cherche à avoir son panier synchronisé des deux côtés et qui switch dans la même journée ou dans la même semaine de l'un à l'autre, aujourd'hui il n'existe pas vraiment. Enfin moi c'est pas un persona majeur. Ouais, c'est pas un persona majeur. Et donc est-ce qu'ils sont différents? Alors nous, mais ça c'est lié à la nature de nos parcours. Et donc du coup c'est là où du coup il faudra, enfin par rapport à la performance, c'est toujours ça qui est compliqué à analyser. La nature de nos parcours sur l'app, en fait, la grosse différence, c'est qu'on a une authentification qui est valable pour une durée extrêmement longue, entre un an et un an et demi. Donc vous êtes authentifié une fois et on ne vous redemande pas cette authentification-là. Et ça, on peut le faire pour des raisons de sécurisation plus importante sur l'app, avec des tokens, bref, enfin, voilà, on a la possibilité de faire ça, ce qui n'est pas possible sur le web. Donc on a un trafic qui est beaucoup plus qualifié, les gens sont authentifiés et restent authentifiés. Dans les pratiques du marché, sur les apps du marché, globalement, l'authentification est beaucoup moins un frein que sur le web. Les utilisateurs sont irrités très vite si on les authentifie sur le web, alors que sur l'app, le truc est différent. Enfin, en fait, on accepte plus facilement d'être authentifié dès le début dans une app, euh, parce que l'engagement est plus fort et qu'on l'a téléchargé aussi. Donc en fait, la nature de notre trafic aujourd'hui est très différente. Sur l'app, on a 85-87% des utilisateurs authentifiés. Sur le web, on en a 23% des utilisateurs authentifiés. Voilà. Après, sur les personas en tant que tels dont on parle, si on regarde, si on essaye d'analyser un tout petit peu ce que les gens viennent faire, honnêtement, la seule différence que je vois aujourd'hui, c'est des use cases à la caisse du magasin qui sont faits beaucoup plus app. C'est-à-dire, par exemple, je passe ma carte de feed à la caisse. Ok. Je le fais moins en web qu'en app. Notamment parce qu'on utilise aussi la partie mode déconnecté et qu'on a des features en mode déconnecté. Donc même si j'ai pas de réseau dans mon magasin Carrefour Hyper, je peux passer ma carte en caisse, en gros. Donc ça, c'est des vraies différences. Sinon, globalement, le reste du trafic est assez proche, hein. Enfin, on a des gens qui viennent pour les catalogues toutes les semaines et la proportion est à peu près la même. Donc non, je dirais pas que je dirais pas que nos utilisateurs apps sont vraiment, ils sont plus engagés, ils sont plus authentifiés, ils ont plus de contexte. Voilà. Et ce qui est compliqué du coup dans les activations, effectivement. Donc du coup, Frédéric, tu parlais d'ouvrir l'app. Effectivement, pour nous, alors avec du push notif, c'est un peu moins le cas parce qu'effectivement, il a déjà une app et on sait déjà et on l'active à partir de l'app. Mais sur tous les autres canaux, que ce soit du MediaPay, du CRM, du classique, enfin du mail, l'app n'est pas un site mobile. Pour certains d'entre vous qui travaillent sur les apps mobiles, je pense que vous l'avez bien en tête. Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai 90% de mon trafic qui arrive sur la home. Sur un site web, c'est absolument pas le cas du tout. Enfin, en fait, vous avez du trafic qui rentre par finalité sur plein de finalités différentes. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement travailler des parcours, travailler des landing pages, travailler des liens pour ouvrir des liens universels, des deep links, des universal links pour ouvrir l'app. C'est tout un boulot qui est vraiment pas évident. C'est pas un sujet simple à craquer. Mais voilà, on s'y attelle en tout cas dans cette optique-là, quoi, en se disant on veut les faire rentrer effectivement sur une page contextualisée à l'endroit où c'est le plus pertinent, quoi. Mais, et en parlant de ça, je sais que Frédéric, tu parlais d'arriver même à personnaliser le contenu de l'application en fonction des utilisateurs, c'est ça Exactement. Bah, juste après, l'exemple qui est poussé, c'est une newsletter, donc une partie d'une newsletter hebdomadaire Carrefour qui est complètement personnalisée. L'axe en entrée, les promotions, les produits sont personnalisés aux clients en fonction de ses habitudes d'achat, qu'elles soient en magasin ou en e-commerce ou les deux, que
que ce soit plutôt hypermarché, market, plutôt de la livraison. Donc tous les blocs sont complètement personnalisés au client. Exactement. Et le fait de aujourd'hui penser le CRM large avec l'application, la vocation qu'on a aujourd'hui, c'est de travailler à la fois la surpression et l'augmentation de reach à travers l'application, en s'assurant que ce que j'avais identifié comme le plus pertinent pour mon client pour le faire réagir apparaisse visuellement, textuellement sur le push notification, et que dans sa redirection sur le site, sur l'app, pardon, on retrouve cette promotion. J'ai identifié quelle était la best offer. Je vais construire ce parcours du coup sans couture et permettre à mon client du coup d'aller jusqu'à l'application. On enlève aussi du coup un frein. Aujourd'hui, on se dit que ils sont opt-in push ici, mais le fait de venir personnaliser l'app, je suis sur d'un coup 3 millions d'users. Je n'ai plus de limite. Je ne suis pas limité à de la contactabilité. Je vais vraiment rayonner tous les scores d'appétence et la best offer calculée aux clients sur 100% de mes clients. D'accord, intéressant. Et, sachant que, juste pour ajouter un élément, sachant que, au-delà effectivement de toujours penser que le push in-app va permettre de ramener les utilisateurs dans l'app, bien sûr, c'est une grande partie de la réflexion. Mais je pense qu'il y a une autre partie du truc, c'est finalement de se dire, je l'active en push notif avec du contenu pertinent, il ouvre même pas l'app, il va en magasin. C'est-à-dire qu'en fait, le parcours, à la limite, moi, je préfère qu'il aille en magasin plutôt qu'il ouvre mon app, quoi. Donc, du coup, et pourtant, tu es product manager. et pourtant, je suis product manager de l'app. Non, mais voilà. La finalité, finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est faire du drive to store, c'est que les gens aillent en magasin. Donc, à la limite, si dès le push notif, en fait, il a les bonnes infos pour se dire, bah ouais, en fait, il faut que j'y aille maintenant, demain, parce qu'il y a le robot cuiseur qui est à -15 et il faut que je le saisisse, et ce ne sera pas après-demain. Bah, du coup, dans mon drive, dans mon magasin, à Toulouse, etc. Bref, voilà, avec la personnalisation qui va bien. Okay. Et on parlait un moment il y avait un axe d'automatisation. Je crois que vous avez également un peu des actions que vous menez selon un peu le comportement de l'utilisateur, qui sont vraiment liées à ce que l'utilisateur fait au sein de l'application, ou ce que vous avez identifié comme élément un peu déclencheur de certaines communications, c'est ça, je crois. Alors tout à fait. Il y a des routines, on va dire, de promotion sur des offres récurrentes, sur ces coupons personnalisés, sur ces challenges aussi de courses, etc. Et il y a toute la partie plutôt journée, où là, on vient... l'ambition est vraiment de travailler le multilevier et la relance digitale sur l'app, via l'app, en fonction d'un comportement qui peut être à la fois un comportement physique. La présentation de la carte en magasin est un déclencheur, tout comme un abandon de panier in-app, tout comme un début de panier côté web, où le client serait contactable en fait, depuis l'application. Donc il y a vraiment cette notion où on se nourrit à la fois de la donnée CRM rattachée à un compte, à la présentation d'une carte, et de l'event vraiment in-app. Et typiquement, sur la partie in-app, ça nous semblait assez... on a très bien parlé au début, toute cette partie des actions clés pour que l'expérience in-app soit la meilleure, accompagner le client après son onboarding sur le rattachement de sa carte, l'identification de son magasin préféré, ce qu'il souhaite recevoir en termes de contactabilité, etc. Est-ce que le push est le canal qui l'intéresse? Mais pas que. On laisse l'opportunité au client de choisir aussi entre l'email, le SMS, etc. Gros enjeu de contactabilité et de digitalisation. Et la digitalisation client va passer par l'application. Aujourd'hui, quand on voit la part des logués web, il est évident que la digitalisation du client passera par l'application. Ouais, pour rebondir aussi sur la question qui était posée tout à l'heure sur est-ce que les clients sont différents app web, par exemple, dans leur profil, je dirais en fait qu'aujourd'hui on est incapable de le dire parce qu'en fait on connaît très bien notre client app et assez mal notre client web en fait. En fait la connaissance qu'on a sur ce qui est fait, du coup l'app effectivement on connaît tout, donc c'est un boulevard pour pouvoir personnaliser. Après du coup, au-delà de l'outil, de la démarche, du coup de la mobile app expérience et de ce genre de choses, pour moi le premier enjeu qu'on a c'est d'être clair sur ce qu'on souhaite faire. Parce qu'en fait il y a tellement de choses
qu'on peut pousser à notre client, et l'app est tellement riche qu'en fait, l'enjeu principal, en tout cas pour moi, j'ai l'impression qu'on doit craquer dans les mois à venir, c'est d'être hyper clair sur, ok, dans quel contexte et à quel moment, c'est plus important de lui pousser le choix de son drive ou le choix de sa feed, quoi. Ou bien le choix, dans quel ordre on doit faire les choses. Parce que j'ai fait la semaine dernière effectivement la liste de tout ce qu'on doit collecter et qu'on doit récupérer comme information. Il y a une quarantaine d'infos, entre guillemets, qu'on a récupérées et d'éléments donc à différents opt-in, différents éléments de connaissance client. Donc même sans parler de données de navigation en tant que telles, on a des triggers et on a des events qu'on fait remonter dans Airship pour pouvoir après cibler sur des segments par rapport à des éléments de navigation. Donc là, on ne demande rien à l'utilisateur. Mais le problème, c'est qu'en fait, pour utiliser l'application, on a besoin de beaucoup de contexte. On a besoin de savoir quel est le magasin, quel est le drive. On a besoin de savoir s'il souhaite être livré tout de suite ou demain. On a besoin, sur sa carte de fidélité, de lui demander de sécuriser sa carte, ou en tout cas d'en créer une. Donc tout ça, c'est des parcours et des étapes. C'est très fastidieux. Une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait. Mais au départ, il y a un vrai enjeu là-dessus, quoi. En tout cas, dans quel ordre on scénarise ça pour que le truc soit performant pour un new user, quoi, pour un nouvel utilisateur. D'accord. Et du coup, oui. Est-ce que vous, chez Carrefour, vous avez pu faire l'expérience justement du bon message au bon moment et cibler différemment des personnes, des clients sur vos apps par rapport à ce que vous communiquez à travers. Alors sur le bon message, énormément effectivement de tests. Pour le coup, on s'est beaucoup amusé, que ce soit sur la personnalisation, le visuel, les emojis, etc. Enfin, on a vraiment trituré et on a été jusqu'à au profil client. C'est-à-dire qu'un client qui va avoir une appétence de consommation plutôt promovore ou un client qui va être plutôt bio n'aura pas le même comportement et ne va pas recevoir le message de la même manière. Donc on a bien éprouvé cette partie-là. Sur la partie bon moment, alors on n'est pas bon moment app. Spécifiquement, à date, la manière dont on le travaille, c'est avec au regard de la pression commerciale globale de l'ensemble de nos canaux. Et par rapport à la fraîcheur de l'information qu'on sait aussi délivrer. Donc on a fait quelques tests entre matin et soir. Le soir ressort pas mal. Mais aujourd'hui, on ne s'oblige pas à absolument être dans la performance lorsqu'on considère que on doit délivrer l'information le plus rapidement et on assure une belle visibilité. Donc on assure des lancements de live, on assure des lancements de catalogue, etc. à une heure bien fixe pour assurer en fait d'être là au bon moment à l'ouverture de nos magasins. Et du coup, sur les bons messages, en fonction des personnels que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas les mêmes informations, peut-être pas sous les mêmes wording. Pas le même ton, pas les mêmes produits, pas la même promesse. Tout à fait. Alors je regarde l'heure qui avance. Du coup, peut-être si on peut poser une dernière question, c'est si on se tourne un peu vers le futur, vers 2022 et au-delà, quelles sont un peu les prochaines étapes que vous voulez atteindre, les prochains objectifs que vous êtes fixés dans cette expérience client au sein des apps? Alors on a deux belles opportunités qui s'offrent à nous, à savoir la dernière application qui vivait seule intègre enfin l'application Carrefour, à savoir les livraisons express, donc les livraisons en 1 heure, qui va être du coup un nouveau challenge, inscrire le quick commerce et ses codes marketing dans une application qui était plutôt sur des courses du quotidien, donc qui n'avait pas exactement la même pression, pas exactement la même contextualisation. Donc ça, c'est un gros enjeu et on a enfin le all-in-one qu'on poursuit depuis longtemps maintenant. Donc ça, c'est une belle opportunité. Ce qui rend les parcours plus complexes encore. Tout à fait. On aime bien les challenges. Nouveau comportement également à couvrir dans l'app, qui est l'arrivée du non-alimentaire. Donc tout le non-alimentaire sera du coup disponible depuis l'application. Et encore une fois, on va devoir du coup avoir cette double casquette, le monde physique, le monde digital et ce besoin non-alimentaire qui est très différent des courses du quotidien. Oui, absolument. Surtout sur les parcours qu'on peut délivrer. Le non-alimentaire est très, très orienté sur le produit en tant que tel. Vous choisissez un produit précis et vous mettez du temps à le choisir parce qu'il coûte 300 €, 400 €, 200 €. Bref, vous avez différents allers-retours sur la fiche produit. Et donc, il n'y a pas forcément de récurrence. Donc, c'est des clients qui vont venir une fois
chez nous pour un produit spécifique et qui vont ne plus revenir, forcément, ou en tout cas qui vont être beaucoup plus volatiles et qui vont venir acheter un produit spécifique pour une promo spécifique. On a ça, on a une politique assez agressive sur les consoles de jeux vidéo, par exemple. Consoles de jeux vidéo, je ne sais pas si c'est les choses que vous achetez régulièrement ou vos enfants, mais en tout cas, on est très compétitif là-dessus, donc n'hésitez pas à venir acheter nos consoles de jeux vidéo lors des offres. Enfin, c'est un produit sur lequel on est très compétitif, et du coup, un produit d'appel sur lequel on essaie de capitaliser. Mais les clients qui vont faire ça, alors le non-al, on va aller bien au-delà de ça, bien évidemment, le non-alimentaire, mais les personnes ne reviendront pas. Donc, du coup, travailler de la personnalisation, de l'activation, etc., en tout cas, elles ne reviendront pas. Elles sont parties pour ne pas revenir. Et du coup, tout l'enjeu, c'est d'essayer, sur une partie d'entre elles, de les faire rester, quoi. Et sur l'alimentaire, c'est effectivement une récurrence de courses tous les mois, avec des patterns qui sont souvent sur livraison plus magasin ou drive plus magasin. Alors pourquoi plus magasin? Parce que on a beau faire en fait un plein de courses livraison, en plein de courses drive avec des seuils minimum, on complète en magasin. Il me manque des yaourts, il me manque du beurre, je vais aller compléter en magasin. Et souvent, ce qu'on constate, le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que nos clients drive vont souvent dans des magasins de proximité, à la concurrence par exemple. Donc l'enjeu, c'est ça aussi, c'est de leur dire, en fait, regarde, si tu fais 2 km de plus, tu vas trouver ton magasin, un magasin Carrefour que tu connaissais pas forcément, et tu vas bénéficier de toute la fidélité Carrefour. Donc voilà, d'arriver finalement à avoir ces parcours-là. Après, si je me concentre vraiment sur le sujet de du jour, pour moi, les enjeux clés qu'on a, on a deux ou trois. Le premier, en tout cas sur l'app, c'est vraiment, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'ouvrir l'app au monde extérieur. Enfin, c'est vraiment compliqué. Techniquement et dans les parcours, entre guillemets, c'est pas du web. Donc, on peut activer des utilisateurs avec d'autres canaux, mais ils peuvent ne pas avoir l'app, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais pour un utilisateur qui n'a pas l'app? Est-ce que je lui fais télécharger l'app ou est-ce que je l'envoie sur le web? Si je lui fais télécharger l'app, il faut que je garde son contexte pour lequel il a été activé au départ. Donc, effectivement, il a reçu un mail, on lui a dit crée ta carte de feed sur l'app. Et du coup, après, il faut lui faire downloader l'app. Mais une fois qu'il a fini de downloader, il faut qu'il revienne dans un contexte de feed. Et ça, je ne sais pas si c'est des sujets que vous avez réfléchi ou déjà craqué, mais c'est pas simple techniquement. Donc ouvrir l'app pour que demain, on n'ait plus un trafic à 95% sur la home, mais qu'on ait des trafics par rapport aux couleurs que je vous ai partagées. Par finalité, en fait, utilisateur. Je viens pour la feed, je veux être dans la feed. Je viens pour le magasin, je veux être sur une page magasin. Le second, je dirais, c'est travailler, comprendre sur du trafic qui arrive dans l'app, qu'est-ce qui est le plus performant entre un push-in app poussé via Airship, du media paid avec une campagne en web mobile sur Le Monde, Le Figaro, du mail, du SMS, bref. En tout cas, une analyse croisée, une compréhension fine de finalement, est-ce qu'on a plutôt intérêt à lui pousser, quel type de message sur quel canal, au-delà de sa préférence, bien sûr. Donc là, on a parlé beaucoup du bon moment, du bon message sur une plateforme, mais quelque part, la discussion qu'on a sur Airship, moi je l'ai aussi en tant que product manager avec tous les autres canaux. Et donc du coup, j'aimerais bien, on cherche en tout cas à ce que le truc soit cohérent pour l'utilisateur et à ce qu'il n'y ait pas 3 push sur 3 canaux avec la même info, quoi. Et peut-être le dernier, je dirais, c'est ce qui est assez complexe aussi, c'est la capacité de mesurer et de comprendre ce qui se passe, mais tout au long d'un parcours. On a des utilisateurs qui mettent 2 semaines et qui font plusieurs visites sur l'app, qui laissent l'app qui ferment pas l'app, mais qui la laissent dans leur téléphone ouverte et après qui la réouvrent. Et en fait, toute logique d'attribution, en fait, le calcul de l'attribution sur une app est assez compliqué, globalement. Alors, il y a des acteurs qui sont spécialisés là-dessus, mais c'est pas évident. Pas évident. De vraiment se dire, ok, finalement, avec cette activation-là, il a été activé, de suivre dans le temps, entre guillemets, ce qui s'est passé, avec bien sûr certains parcours cross-web app, quoi. Donc, quand un utilisateur va être activé en push-in app, va ouvrir son app, du coup, va avoir un certain parcours et après va aller sur le web. Pour suivre cette personne, c'est assez tricky. Ouais. Et un gros projet qui nous anime aussi, c'est le démarrage du push web.
Donc, ce nouveau canal qui va nous permettre... Alors, on est dans un POC avec Airship, du coup, sur cette partie-là, avec les premiers triggers qui nous semblaient assez évidents. Sur de l'abandon de panier, donc avec alimentaire, non alimentaire, on ne sera pas sur les mêmes règles du tout. Sur le retour sur le site Carrefour pour des inactifs et du relais plutôt en extension d'audience pure de nos autres canaux pour annoncer des offres commerciales fortes. Et on va bien sûr capitaliser également sur le push web pour travailler toute cette partie contactabilité et optimisation client. J'en ai pas parlé non plus parce que c'est pas vraiment un enjeu, mais c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. Mais aussi, il y a aussi un élément qui est hyper important, c'est que demain, 100% des push app, des push mobiles pointeront vers l'app, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans les expériences si certains sont clients Carrefour. Aujourd'hui, il y a toute une partie des push sur lesquels on ne redirige pas in-app parce qu'on n'a pas forcément les parcours, parce que c'est pas forcément aussi riche que le web mobile. Donc on a aussi un truc qui paraît de la base, mais en fait... Tu veux dire vers des pages profondes de l'application, ouais, c'est ça? D'accord. Ouais, absolument. Des pages, en fait, plutôt que d'avoir un push notif qui envoie vers du web mobile, en fait, ah oui. on a ou sur la home, effectivement, on a voilà. Ça paraît évident, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement. Et jusque-là, on a essayé de contourner un peu le sujet en renvoyant les pushs le plus possible dans la messagerie de l'application pour en créer, donner plus d'informations et ensuite faire circuler pour éviter de faire sortir de l'app le plus possible. Très bien. Ok. Alors, je vois l'heure. Peut-être s'il y a des questions du côté de l'audience. Non? Bon, écoutez, il nous reste à vous remercier tous et puis surtout à remercier Frédéric et Florian pour tous ces partages d'insights. Donc, bonne fin de journée à vous tous. Bonne fin de journée, merci beaucoup. Bonne journée.